Tadam, tadam, ta 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 tadam, 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 ta 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 ta. Alors je sais pas si j'ai bien fait le son, mais qui a reconnu? Eh bien, moi je ne sais pas d'où ça vient, mais c'est mon inspiration. Ce que je voudrais dire, je crois que c'était pas Mozart. Je sais pas d'où ça vient. Il faudrait que je me renseigne auprès de musiciens professionnels. Je pense bien sûr à notre gouvernement français. En ce moment, c'est très tendu. Il y a l'histoire d'un gouvernement qui veut plus de retraite, qui veut que les gens partent plus tard à la retraite. Les gens ne sont pas d'accord, ils manifestent. Pendant ce temps, de l'autre côté, il y a Poutine qui est en train de s'amuser avec l'Ukraine et tout, à la détruire. Donc en France, ils s'amusent à bloquer de partout tout ce qui est du service de l'obligation, hein. Voilà, pour mener leur grève. Et le gouvernement se déteste. Vraiment, c'est une catastrophe en fait, c'est la haine totale de partout. Et je me suis dit, attends, il y a un problème là, ça fait un moment qu'on observe des trucs comme ça. Excusez-moi de dire ça, mais je crois qu'on devrait commencer à faire appel à nos fameux personnes dotées de dons spirituels pour aller enquêter dans le paranormal de ce qui se passe dans les grands palaces de gestion des gouvernements dans le monde. Franchement, alors, si vous pouvez regarder, il existe sur YouTube, à la Maison Blanche, le fantôme de... comment il s'appelait lui déjà? Ils ont remarqué qu'il y avait en fait des manifestations à la Maison Blanche, et c'était Abraham Lincoln. Voilà. Et je trouve que c'est génial que je me sois rappelé de ce nom. Parce que, bon, il y a eu des enquêtes là-bas, hein, dans la Maison-Blanche. Ils ont dit, en fait, au final, oui, il y a des témoignages que c'est bien Abraham Lincoln qui continue de posséder les lieux de la Maison-Blanche, qui n'a pas lâché le lieu et d'autres personnages. Et que, en fait, concrètement, ils ont attesté que la Maison-Blanche était hantée. Alors, je me dis, mais c'est vrai, attends, on y pense pour les personnes en particulier. Eh oh! Il y a quelqu'un qui est en train de reculer alors que j'ai ma voiture garée. Bon, je me dis, ouais, on y pense pour nous. D'accord? Si par exemple il y a des énergies, les énergies positives, les énergies négatives, qu'est-ce que c'est pas? Est-ce qu'il y a des esprits qui hantent des lieux et tout? Mais dans le gouvernement, il faudrait s'intéresser à ça. Parce que moi, je suis en train de me dire qu'il y a un esprit du miroir de celui qui te regarde et qui te trouve complètement con, qui s'y trouve. Parce que j'ai remarqué que chacun, en fait, annonce des idées qui ne sont pas bêtes, hein, ne sont pas méchantes, mais se détestent à cause de ça. Ils se voient idiots. Et franchement, quand on les regarde, on les voit, d'accord, on dirait qu'on n'est plus dans un gouvernement, on dirait qu'on est dans une... on ne sait pas, peut-être dans une colonie de vacances sans moniteur de colonie. Dans une mauvaise colonie de vacances, ouais. Ben ouais. Mais attends, je me rappelle de mon CV, excusez-moi, je ne parle pas de moi. Non, car je ne suis pas le centre du monde, je ne m'appelle pas Madame Nombril. Par contre, j'ai des souvenirs, parce que j'essaie de réfléchir, évidemment. Mon premier emploi, comment ça s'est passé? Mal. En fait, à l'époque, j'étais sous la tutelle d'une éducatrice, car je venais du conseil général à cause du fait que j'ai été élevée par une famille d'accueil. Donc ça veut dire que c'est le concept, c'est l'État qui était mon parent. Pas affectif, hein, bien sûr, mais mon parent légal, on va dire. J'étais sous la tutelle de l'État. Et quand l'éducatrice est venue s'occuper de ma situation au développement, elle m'a dit, alors qu'est-ce que tu voudras faire? Je lui ai dit, ben d'abord je vais passer le bac. Elle a ri. Et elle m'a dit, ouais, c'est ça. Donc commence d'abord déjà à passer ton brevet. Là, je me suis fait draguer, mais je sais pas pourquoi. À mon avis, d'un coup, ça a dû... Vous voyez, c'est les histoires des miroirs. Ils hallucinent tous. Bon.
Et donc voilà, elle me dit: «Ouais, passe déjà ton brevet», genre. Elle croyait pas du tout. Elle se dit, comme c'est un enfant de... Voilà quoi. Elle veut dire, qu'est-ce qu'elle va réussir, franchement. Donc moi, pour moi, je la détestais. C'était un ennemi. Parce qu'au fond de moi, je croyais à mon amour de savoir. D'accord? Donc, j'ai continué. J'étais pas excellente, mais j'étais moyenne, mais heureuse de l'être, heureuse d'étudier. Arrivé à ce fameux âge du bac, je l'ai eu, mais avec la limite. Hein, j'ai pas eu de mention ni rien. Je l'ai pas eu au rattrapage, je l'ai eu. Voilà, tout simplement. On m'a dit, voilà, il faudrait commencer à faire des boulots étudiants et tout. J'ai dit, d'accord, qu'est-ce que vous me proposez? Parce que moi, comme je pensais à mes études, je pensais pas aller travailler de suite. Je pensais plus à mes études. Travailler de suite, pour moi, c'était pas ça. J'avais pas envie. J'avais envie d'apprendre. Et le métier, je le voyais pas. On m'a dit, ben, tu vas aller dans une colonie monitrice, puisqu'ils m'ont fait passer le BAFA là-bas en même temps, par la CAF, organisée par nous, Conseil Général. Donc, ben, moi, je suis arrivée, sous-payée de sous-payée, hein, bien sûr, parce qu'en tant que stagiaire et dans un contexte pour les personnes défavorisées, justement, entre guillemets, des parents qui avaient inscrit leurs enfants, c'était dans une colonie à Barré-le-Bas, en France, où c'était désert, il n'y avait que des arbres, mais pas de connexion téléphonique, le ruisseau, pas de jeu pour les enfants. Donc comme en plus c'était des enfants qui venaient des cités, ben en fait c'était le Grand Bronx, quoi. C'était horrible d'ailleurs. J'en dormais pas la nuit. On était dans des chambres mélangées hommes et femmes. Et les hommes et les femmes avaient des relations sexuelles devant tout le monde, quoi. Ils s'en battaient les flancs. Moi, pendant que j'étais en train de vouloir dormir, parce qu'on sortait de la veillée, et après la veillée de la réunion de tous les moniteurs, on devait aller se coucher. Mais quand on allait se coucher, c'était pas fini. Il y avait le spectacle de certains des moniteurs avec leurs compagnes. Ah, c'était un cauchemar. Et des fois, quand on se réveillait, en fait, les enfants, ils accédaient aux chambres des moniteurs et en fait, c'était bizutage. Genre, ils mettaient des œufs, de la mousse à raser sur les cheveux. Enfin, un cauchemar, cette colonie. Comme les moniteurs devaient éduquer les enfants qui n'écoutaient pas, parce que quand même, c'était de la surveillance, hein. Certains avaient des bâtons et les frappaient. Donc moi, ce que j'avais fait à l'époque, c'est que j'avais appelé les parents en question. J'ai dit, voilà, venez chercher vos enfants parce que les moniteurs frappent vos enfants. Venez récupérer vos enfants. Donc d'un coup, je me vois les parents au fond vers la colline. J'ai dit, mais ça y est, ils sont arrivés. Si ils savent que c'est moi qui ai balancé, d'abord je perds mon travail, mais peut-être j'aurais pu avoir la vengeance des collègues. D'accord? Donc c'était une catastrophe. C'était une catastrophe. Et moi aussi, à bout de nerfs. À bout de nerfs, en fait, ce que j'ai fait, c'est que il y avait une fille qui m'avait répondu, qui était assez grande, hein, parce qu'elle faisait partie de la colonie, mais elle faisait partie des grandes du groupe. Et moi, en voulant me défendre, je lui dis, si tu t'excuses pas tout de suite, je te donne une gifle. Elle est allée le dire à ses parents qui m'attendaient à l'arrivée. Les parents qui m'attendaient sur le parking en famille du 15e de Marseille. Et puis, à la chance, en fait, je suis arrivée sur le parking. Les parents, ils n'ont pas capté qui j'étais. Je suis partie. Voilà, donc il allait y avoir une bagarre sur le parking à l'arrivée, soi-disant des moniteurs. Enfin, une horreur. Une horreur. Première expérience professionnelle. Donc, à la suite de tout ça, bien sûr, je me suis dit, l'emploi, c'est pas encore pour moi. Hein, J'avais raison. Alors qu'en fait, c'est l'éducatrice qui m'avait guidée là-dedans pour me montrer ce qu'est la vie du pauvre. Et ce qu'est la vie du monde sauvage. Comme j'aurais dû y ressembler, d'accord? Parce qu'elle était méchante, cette éducatrice. Donc, en fait, ça m'a complètement... Je me suis dit, je ne veux plus y aller. Et je voulais faire des études, mais en même temps, j'étais plus sûre de moi. Parce que j'avais compris qu'il y avait un autre portrait que les gens croyaient de ce qu'on est. Comme l'avait fait l'éducatrice. En fait, ça veut dire qu'ils n'espèrent pas croire en nous, mais ils espèrent accepter leur propre vérité personnelle, c'est-à-dire, en fait, tu ne vaux rien.
D'accord, voilà, t'es une merde en fait. Donc même si tu passes le bac, même si tu passes le bac plus 5, bac plus thèse, en fait, tu ne vaux rien, sache-le. Donc tu resteras derrière caché dans toute ta vie. Euh, Va voir comment tu vis en réalité. D'accord, donc voilà ce que j'ai vécu moi. Quand on n'a pas une maturité assez grande à cet âge, c'est difficile parce qu'on se dit, nous on est derrière les livres, etc. On dit, mais d'un coup, mais qu'est-ce qu'elle a elle est aigrie, elle a quelque chose à remettre en question dans son chemin. Alors qu'en fait, non, tout simplement, c'est une haineuse de patriote d'elle-même. C'est son propre patriote, d'accord, qui ne supporte pas de voir d'autres personnes eh bien, être heureux à part elle, quoi. Une psychopathe. Voilà, mais à l'époque, j'avais pas encore étudié tout ça, j'avais pas encore perçu l'âge adulte concrètement, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je m'acharne pour essayer de trouver ma place sereinement. C'est-à-dire que même si aujourd'hui, par exemple, au final, c'est vrai, je suis auxiliaire de vie, je passe mon temps à faire le ménage chez les gens, etc. Mais je suis très heureuse. Parce que, en fait, toutes les psychologies que j'ai pu étudier, tous les comportements et la société, je les comprends. Et pour moi, du coup, faire le ménage, c'est devenu l'hygiène et la base du bien-être. Donc, ok. Donc, tout ça pour dire quoi? Donc là, on est revenu à l'Assemblée nationale pour dire on est en train de vivre une sauvagerie complète. Et c'est vrai que dans ce premier emploi, eh ben, c'est exactement moi ce que j'avais vécu. C'est un traumatisme en fait. C'est un traumatisme parce que il n'y avait pas de préparation, il y avait un envoi vers le piège, un dégoût et un frein vers l'emploi, que j'ai fini à accepter bien plus tard en ayant moi-même des enfants. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on est dans cette frustration en fait et dans cette manipulation tant qu'on ne s'est pas reproduit de soi-même. À comprendre que la maturité sert à protéger. Donc ça veut dire que il faut la paternité ou la maternité présente dans ce type de gestion. Ça c'est très important parce que normalement un adulte sensé et correct et raisonné agit non plus dans sa propre vie égoïste, mais dans l'intérêt de ceux qu'il protège. D'accord? Et c'est vrai que là, ils s'y reconnaissent plus. Hein. Ils savent plus qui est-ce qui protège qui, pourquoi, comment, pourquoi pas. Alors qu'à la base, c'est quand même l'élite de la société. C'est censé être l'élite de la société. Alors pourquoi au début de la vidéo, je disais, oui, on pourrait faire des enquêtes paranormales, etc. Parce que, oui, aussi, dans mon parcours, je le dis, j'ai été amenée à avoir des expériences où j'ai pu être témoin de quelques esprits à l'époque où je m'étais mariée. Qui ont causé, bien sûr, cette connaissance à la base, elle a causé mon divorce. Mais après, j'ai fini par l'accepter et j'ai étudié ce domaine pour comprendre pourquoi pas tout le monde est d'accord avec ces événements, pourquoi pas tout le monde y croit alors qu'on le voit. D'accord? C'est-à-dire qu'alors qu'on est sûr que ça existe. Par exemple, je te dis, écoute, à côté de toi, il y a un esprit, il y a ci, il y a ça, il y a l'autre. Et en fait, on te prend pour un fou. On te dit, mais ça va pas, mais tu es taré, mais qu'est-ce qui t'arrive? Et quand on voit les objets bouger, les trucs, les ci, les là, les vents chauds, les vents froids, les vents, ce qu'on veut, dans un lieu, dans une pièce où il n'y a pas de fenêtre ouverte ni quoi que ce soit, il y a tellement de choses à dire de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai appris, tout, qu'on peut se dire véridique, véridique, c'est vrai. Est-ce que ça a appris quelque chose? Oui, ça a appris énormément. C'est-à-dire que j'ai développé autour de tout ça, bien sûr, des façons de comprendre en quoi le corps est une matière, mais pas que. Et de ce fait, comme le corps n'est pas que matière, eh bien, il a aussi des compétences à découvrir annexes que ce que la vie et la société nous apprennent tout simplement. Donc, ça, c'est encore un autre domaine. Mais pour compléter l'histoire de l'Assemblée nationale, moi, je dirais, faudrait essayer d'observer qu'est-ce qui est en train de se passer d'un point de vue. Alors là, on parle de la politique, moi, je dirais d'un point de vue énergétique. Alors, oui, Poutine agit et concrètement, il a peur d'Emmanuel Macron. Parce qu'il sait qu'Emmanuel Macron, il est offensif.
Il ne le craint pas, il a tout préparé. Le fait de dissoudre le gouvernement, de le diviser pour une simple histoire conne de retraite, parce que tout simplement, dans quelques années, le président ne sera plus le même et les idées changent, et les mentalités changent, et les adaptations se font, comme l'augmentation du prix des cigarettes. Mais ça se fait. C'est comme ça a toujours existé. Il faut comprendre que de faire retourner l'histoire du gouvernement, c'est affaiblir Macron qui rendra service à Monsieur le Poutine. D'accord? Donc, c'est pas plus compliqué que ça. C'est-à-dire que le Français, il se regarde lui-même, mais il a oublié qu'on est dans une histoire internationale à la base. D'accord? Et que celui qui ne sait pas combattre pour sa propre vie demande à d'autres personnes qu'ils combattent pour lui. Ça, c'est l'habitude que le Français a eue. D'accord? C'est-à-dire qu'il se dit, ben moi, ce que je peux pas faire, je vais me demander. Je vais faire ci, je vais faire ça. D'accord? Des enfants assistés, en fait, on va dire, qui, une fois qu'ils ont besoin de faire des caprices, ils n'hésitent pas à massacrer la population, à massacrer tout ce qui a été construit sans respecter. D'accord? Ça veut dire qu'ils bloquent, ils font ci, ils font ça, ils mettent sans respect. Donc, sans vouloir accuser la population française, puisque moi-même maintenant j'en fais partie. D'accord, je fais partie d'une population, je suis dans ce pays, etc., où j'ai pu observer que oui, il y a des mentalités, qu'est-ce que la culture française, etc., etc. Moi, ce que je dois dire, c'est attention, parce que Emmanuel Macron est une arme puissante. C'est une arme puissante. D'accord, c'est un bouclier. Qu'on le veuille ou non, que les gens l'acceptent ou non. Quand on voit qu'à l'Assemblée nationale, les gens parlent et que ceux qui n'ont pas envie de les écouter fuient des bancs pour offenser, on va dire, qu'est-ce que tu apprends aux citoyens? Tu manques de respect. À la base, si tu n'es pas d'accord avec ton emploi, tu démissionnes, toi, mais tu ne fais pas démissionner les autres. D'accord? Donc voilà, tout ça, c'est pour dire, en fait, il y a un problème qui arrange Monsieur le Poutine. Ce problème, il est forcément pas naturel. Il est de l'ordre mystique. D'accord? Et de l'ordre mystique, on sait que, preuve, il n'a jamais hésité à faire appel à toutes sortes de sectes mystiques pour le soutenir. D'accord? Donc, moi je dis que ce qui est en train de se passer en France, il n'y aura jamais plus grande protection que de garder Emmanuel Macron au gouvernement. Et la loi 49.3 a-t-elle raison d'être dans la position où le gouvernement est envoûté? D'accord? L'Assemblée nationale, elle est envoûtée à la discorde et au mauvais choix. Donc 49.3, oui. Pourquoi est-ce que c'est important de se prononcer comme ça en tant que personne qui n'a aucune existence? C'est-à-dire qu'en fait, finalement, dans la société, on est inexistant, on est, comment dire, inconnu, pas important. Pourquoi c'est important de devoir se positionner? Parce que d'avoir une position, c'est se permettre de garder la raison. D'accord? Et malheureusement, beaucoup de personnes l'ont perdu, cette raison. Cette raison, en fait, qui a été perdue, est une raison orpheline. La raison orpheline du fou, elle existe toujours. Mais elle s'est évadée. Donc, de bonne qualité, elle est devenue coupable. Et elle se trouve à s'unir à ce que chacun doit être la raison d'un État. Donc, il n'est pas compliqué à celui qui décide de diviser pour mieux régner. On ne parle pas de la France, mais on parle de l'ailleurs. Ça peut être même y compris depuis les États-Unis à la base, hein, ou y compris depuis les pays sous-développés pour pouvoir diviser les pays riches et en fait pouvoir rentrer tant qu'ils en ont envie. Il y a des milliards de possibilités. Mais dans tous les cas, donc le combat vient de la raison de l'existence du fou. D'accord? Ça veut dire que le fou, celui qui malheureusement n'a plus sa raison. D'accord? Et sa raison va à l'existence de tous ceux qui ont le droit de la raison dans le pays. Donc ça veut dire que, voilà, d'accord? Donc c'est un miroir très particulier où
l'idéal pour sauver la situation, ça serait que chaque fou retrouve la raison, c'est-à-dire qu'il redevienne normal. Sauf que comme ce n'est pas le cas, il va falloir traiter la situation autrement.